Elle était en vie à 3h57 du matin. 1 minute plus tard, elle avait disparu pour toujours. Personne n'a vu ce qui s'est passé. Personne ne l'a entendu crier. Et pourtant, quand la police est arrivée sur ce parking, ce qu'ils ont trouvé racontait une histoire d'horreur sans parole. Des clés tordues sur l'asphalte, des traces de sang, une chaussure et le silence. Ce silence qui dure depuis 30 ans et que personne, absolument personne, n'a réussi à briser. Qu'est-ce qui peut faire disparaître une femme en pleine ville, à quelques mètres de chez elle, sans laisser aucun témoin, aucun coupable, aucune réponse? C'est l'histoire de Jodi Huisentruit. Et elle n'a pas encore de fin. On est en juin 1995. Mason City, Iowa. Une petite ville tranquille du Midwest américain. Le genre d'endroit où tout le monde se connaît, où les gens ne ferment pas forcément leurs portes à clé, où la violence semble appartenir à un autre monde. Jodi Huisentruit a 27 ans. Elle est présentatrice du journal télévisé du matin sur KIMT TV, la chaîne locale. C'est une femme brillante, souriante, adorée de ses collègues et de ses téléspectateurs. Elle a grandi dans le Minnesota. Elle est passionnée par son travail et elle vient tout juste de s'installer dans cet appartement de Mason City dont elle est tellement fière. Sa vie est devant elle, complètement devant elle. Ce matin-là, c'est un lundi 27 juin 1995. Jodi doit être en plateau à 4 heures du matin pour présenter le journal. Elle se réveille en retard. Ses collègues, inquiets de ne pas la voir arriver, l'appellent sur son téléphone fixe. On est avant les portables, rappelle-toi. Il est environ 4 heures moins 10. Elle décroche, endormie, et leur dit qu'elle arrive. Sa voix est normale. Elle n'a pas l'air terrorisée. Elle n'a pas l'air de pressentir quoi que ce soit. Elle dit juste « J'arrive ». Elle ne viendra jamais. Quelques minutes plus tard, ses collègues se rappellent. Toujours personne. Ils attendent encore. Le journal commence sans elle. Une première. Au bout d'un moment, quelqu'un prend la décision d'aller voir chez elle. Et c'est là que tout bascule. Dans le parking de son immeuble, il trouve sa voiture, encore garée. La portière conducteur est ouverte. Ses clés sont sur le sol, et elles sont tordues, comme si quelqu'un les avait arrachées de sa main par la force. Il y a ses autres affaires éparpillées là. Un sèche-cheveux, une paire de sandales, un vaporisateur de lac. Elle avait l'habitude de se préparer un peu dans sa voiture, avant d'aller au travail. Tu vois ce tableau? Une jeune femme pressée, qui finit de se coiffer au dernier moment. Et là, au milieu de ces objets du quotidien, il y a autre chose. Tu sens. Pas beaucoup, mais là, présent, réel. Il y a eu une lutte. Courte peut-être, violente sûrement. Et après, rien. Jodi Huisentruit a disparu de la surface de la Terre en moins d'1 minute, dans un parking, à quelques mètres de chez elle, dans une ville de 30 000 habitants. Comment c'est possible? Comment quelqu'un peut-il disparaître aussi vite, aussi complètement, sans que personne entende, sans que personne voie? La police de Mason City est appelée immédiatement. Une enquête s'ouvre. Le FBI rejoint rapidement les recherches, parce que c'est une personnalité publique, parce que les éléments sur place indiquent un enlèvement, et parce que ça fait peur, vraiment peur. Des équipes peignent la région, des chiens renifleurs, des hélicoptères, des plongeurs dans les lacs et rivières alentours. Des centaines de bénévoles battent la campagne pendant des jours. On interroge tout le monde. Les voisins, les collègues, les anciens petits amis, les gens qui l'auraient croisé dans les dernières semaines. Et là commencent à émerger des détails troublants. Plusieurs semaines avant sa disparition, Jodi avait confié à des proches qu'elle avait l'impression d'être suivie, qu'elle se sentait épiée. Elle avait notamment évoqué un homme dans son entourage, quelqu'un qu'elle connaissait, qui se montrait trop insistant, trop présent. Les enquêteurs s'intéressent à ce John Vancis, un homme qui vivait dans le même complexe d'appartements qu'elle et qui avait clairement des sentiments pour elle qu'elle ne partageait pas. Les témoignages sont troublants. Il l'aurait harcelée, il lui aurait envoyé des messages insistants. Il aurait essayé de se rapprocher d'elle de façon obsessionnelle. Le profil classique d'un homme
qui ne sait pas accepter le refus. Vancis est interrogé plusieurs fois. Il passe même un détecteur de mensonges dont les résultats sont inconclus. Il a un alibi, des amis qui témoignent en sa faveur. Mais les enquêteurs ne le lâchent pas vraiment. Pendant des années, son nom revient, les soupçons pèsent sur lui. Et pourtant, jamais aucune preuve directe, jamais rien qui permette de l'inculper formellement. John Vancis mourra en 2022, à l'âge de 76 ans, sans avoir jamais été mis en examen. Il a toujours nié toute implication. Si cette histoire te glace le sang autant qu'à moi, abonne-toi à la chaîne. Le bouton est juste en dessous. Active la cloche pour ne rater aucune histoire. On publie chaque semaine les cas les plus troublants, les plus réels, ceux que les médias n'osent pas raconter. Maintenant, revenons à notre histoire. 30 ans, 30 années d'enquête, et toujours rien. Ce qui est peut-être le plus glaçant dans l'affaire Jodi Huisentruit, c'est que le dossier n'est pas froid. Il est officiellement toujours ouvert. Des dizaines d'agents du FBI et de policiers locaux se sont succédés sur ce cas depuis 1995. Des milliers de pistes ont été suivies. Des milliers d'heures d'interrogatoires, d'analyses, de recoupements. On a utilisé des techniques médico-légales qui n'existaient pas en 1995 pour réexaminer les preuves. Et pourtant, le mur est total, impénétrable. Des témoignages ont surgi au fil des années. Un homme qui dit avoir vu une camionnette blanche garée dans le parking ce matin-là. Une autre personne qui pense avoir entendu une femme crier aux alentours de 4 heures. Une voisine qui aurait vu une silhouette masculine courir vers un véhicule. Mais ces témoignages sont fragmentaires, tardifs, impossibles à croiser avec précision. Rien de solide, rien qui permette de construire un dossier. En 2015, pour les 20 ans de la disparition, une conférence de presse a rassemblé des dizaines de journalistes et de familles de victimes disparues. La famille de Jodi, ses sœurs, ses parents vieillissants, a supplié le public de parler. Quelqu'un sait quelque chose. Dans une ville de 30 000 habitants, quelqu'un a forcément vu quelque chose ce matin-là, ou a entendu quelqu'un parler, ou a remarqué un comportement bizarre. Le silence est lui aussi une forme de complicité, même involontaire. Et pourtant, personne ne s'est levé. Personne n'a fourni la pièce manquante. Il y a quelque chose dans cette affaire qui dépasse le simple fait divers. C'est la question de la vulnérabilité. Jodi faisait partie de ces gens qui se lèvent à 3 heures du matin pour aller travailler, seuls dans la nuit, dans un parking, parce que c'est leur quotidien. Elle n'était pas imprudente, elle ne prenait pas de risques inconsidérés, elle faisait juste son travail. Et quelqu'un a profité de cette routine, de cette prévisibilité, pour lui tendre un piège qu'elle n'a pas vu venir. Les experts criminologues qui ont étudié le dossier soulignent un point qui donne froid dans le dos. La disparition est trop propre pour être spontanée. Pas de cris entendus clairement, pas de voiture remarquée, pas de traces significatives au-delà du parking. Ça ressemble à une opération planifiée. Quelqu'un qui connaissait ses habitudes. Quelqu'un qui savait qu'elle serait seule ce matin-là, à cette heure-là, à cet endroit précis. Quelqu'un qui attendait. Le corps de Jodi Huisentruit n'a jamais été retrouvé. Ça aussi, c'est important à comprendre. Sans corps, impossible de déterminer la cause de la mort. Impossible de confirmer qu'elle est morte, même si tout laisse penser qu'elle ne pouvait pas survivre à un enlèvement de cette brutalité. Ses proches ont dû vivre pendant des années dans cet entre-deux insupportable. Le deuil sans certitude, le chagrin sans point final. Sa mère, qui est décédée depuis, n'a jamais su ce qui était arrivé à sa fille. Elle est partie avec cette question ouverte comme une blessure. Des podcasts, des documentaires, des articles de fond ont été consacrés à cette affaire. Elle a une communauté de vrais crimes investigateurs sur Internet, des amateurs qui passent leur soirée à analyser les témoignages, à recouper des données, à chercher ce que les professionnels auraient pu rater.
Certains sont convaincus que Vencis était le coupable et que la preuve dormait quelque part, inutilisable. D'autres pointent vers des inconnus, des prédateurs de passage, quelqu'un que personne n'a pensé à chercher parce qu'il n'avait aucun lien évident avec elle. Et puis il y a ceux qui, simplement, gardent espoir, qui pensent qu'un jour quelqu'un parlera, qu'un secret vieux de 30 ans finira par peser trop lourd, que quelqu'un sur son lit de mort, ou dans un moment de faiblesse, ou après avoir bu un verre de trop, dira enfin ce qu'il sait. Peut-être, peut-être pas. Ce qu'on sait avec certitude, c'est ceci. Le 27 juin 1995 à 3h57 du matin, Jody Huissantruy a raccroché son téléphone, pris ses affaires et est sortie dans la nuit. Elle avait 27 ans. Elle avait toute la vie devant elle. Et en moins d'une minute, dans un parking obscur de l'Iowa, quelqu'un lui a tout volé. Ses rêves, son avenir, sa vie. Et il ne s'est jamais levé pour dire ce qu'il avait fait. 30 ans de silence. Certains secrets ne meurent jamais. Certains disparaissent avec leurs auteurs et laissent derrière eux juste ça. Des clés tordues sur l'asphalte et une question qui ne trouvera peut-être jamais de réponse.